Est-ce que tu me crois si je te dis qu'il y a un Spider-Man qui n'est pas Peter Parker, qui n'a également pas de Tante May et qui n'a pas comme ennemi le Bouffon Vert ou encore Venom. Mais par contre, ce Spider-Man possède un robot ou encore des voitures. Et l'histoire de ce Spider-Man n'a absolument rien à voir avec les origin stories qu'on connaît. Ce Spider-Man avait été conçu spécialement pour les Japonais. Et Marvel avait dit à Gene Pelch que ce personnage ne devait absolument pas quitter le Japon. Il était uniquement destiné au public japonais. Du coup, pendant 30 ans, en dehors du Japon, personne n'avait entendu parler de ce Spider-Man. Laisse-moi te raconter l'histoire de Takuya Yamashiro, le Spider-Man japonais. Avant de commencer, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour manquer aucune future vidéo. Lâche un j'aime et dis-moi en commentaire quel est ton Spider-Man préféré. Il faut savoir une petite chose, c'est que toutes les informations que vous allez voir dans cette vidéo proviennent d'un documentaire qui vient de Disney+, et qui s'appelle Marvel 616. Du coup, si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à aller regarder cette émission. Tout commence avec Gene Pelch. Il était représentant pour Marvel entre 1976 et 1985. Et vu que sa copine était japonaise, il avait remarqué quelque chose. C'est que les Japonais avaient beaucoup de comics japonais, que l'on connaît sous le nom de manga. Et il se rendait compte que là-bas, tout le monde lisait des mangas. Et que c'était très difficile de trouver des comics américains. Et Gene s'est demandé pourquoi il trouvait pas des comics Marvel au Japon. Du coup, il passe un coup de fil à Marvel et il leur dit: pourquoi est-ce que vous vendez des comics partout dans le monde sauf au Japon? Et Marvel a répondu: avant on en envoyait mais la moitié nous revenait parce que ça ne se vendait pas. Du coup, Gene leur a proposé quelque chose. Il a dit que si Marvel voulait se faire de l'argent, il était sûr qu'il y avait un public là-bas. Il allait faire les démarches et voir ce qui plaisait ou pas aux Japonais. Et ensuite revenir vers Marvel avec une proposition. Et les Japonais qui étaient dans le milieu ont commencé à entendre parler de lui. Et ils savaient qu'il avait les droits des comics Marvel. Du coup, certains Japonais haut placés dans le domaine voulaient le rencontrer. Et lors des différentes réunions qu'il faisait avec les éditeurs, il a remarqué la principale différence entre les comics américains et les mangas. Les comics américains étaient faits pour être lus. Logique, tu vas me dire. Mais les mangas étaient faits pour être regardés. Et souvent dans les mangas, il y a plus d'action que de lecture. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il a compris ce que les Japonais voulaient. Mais il a aussi vu que quand il partait avec son fils au Japon, son gosse n'arrêtait pas de regarder des émissions japonaises. Et malgré qu'il comprenait pas grand-chose, il était absorbé par l'action et le rythme. Et Gene savait que les personnes qui produisaient ce genre d'émissions, c'était la Toei. Aujourd'hui, la Toei est notamment connue pour produire Dragon Ball Super ou encore One Piece. Il a réussi à avoir un rendez-vous avec le directeur de l'époque de la Toei, Yoshinori Watanabe. Et lors de leur rendez-vous, Gene a expliqué qu'il était représentant de Marvel et qu'il avait des licences avec lui. Il leur a dit que la Toei produisait énormément d'émissions que les Japonais adoraient. Et Gene pensait que s'ils s'alliaient, ils pourraient faire quelque chose de bien ensemble. C'est comme ça qu'ils ont conclu un accord. Marvel pouvait utiliser tous les personnages de la Toei et la Toei pouvait utiliser tous les personnages de Marvel. Faut savoir une petite chose, Stan Lee avait un don pour les comics. Il savait très bien ce que les gens aimaient. Du coup, Gene a compris que le projet devait plaire à Stan Lee. La Toei a décidé d'utiliser les droits de Spider-Man parce que c'était le personnage le plus emblématique de Marvel. C'est comme ça qu'il y a eu un accord pour produire 50 épisodes de Spider-Man. Mais il y avait quand même une condition que Marvel a imposée à la Toei. C'est que cette série devait être uniquement diffusée au Japon et qu'elle ne devait absolument pas quitter le territoire. Mais pour Marvel, le plus important c'était que la série rapporte de l'argent. Et en disant à la Toei que l'émission ne devait pas quitter le Japon, ils savaient qu'aucun fan américain de Marvel ne la verrait. Et du coup, ils pourraient rien dire. Avec leur expérience et toutes les séries qu'ils ont faites, l'envie de la Toei était principalement de vendre des jouets. Et notamment des voitures ou encore des robots. Mais si tu connais Spider-Man, tu sais que normalement il a pas de robot. Du coup, ils ont eu le feu vert de Marvel pour que Spider-Man ait un robot. Et les ventes de jouets allaient aider à financer l'intégralité du projet. Katsushi Murakami était un concepteur de jouets japonais. Il avait comme mission de concevoir des produits pour la série du Spider-Man japonais. Katsushi a expliqué qu'aux États-Unis on pouvait faire des jouets juste avec le personnage principal. Mais au Japon, c'est un peu différent. Il devait y avoir plus de produits pour qu'il y ait plus de ventes, donc plus d'argent. Et ce qui rapporte le plus, c'est les robots. Pour le concepteur, le robot devait ressembler à un vaisseau spatial, qui lui-même devait ressembler à un sphinx. Alors là, il n'y a vraiment rien de Spider-Man dans le concept. Dans le docu, on lui a même demandé pourquoi un sphinx et pas une araignée. C'est Spider-Man, l'homme araignée, pas Sphinx-Man. Dans le plus grand des calmes, il a répondu que dans les concepts, il avait mis un sphinx. Et personne ne s'est posé de questions. Et du coup, ils ont gardé ça. Mais il voulait pas que le robot soit juste un vaisseau spatial. Il s'est dit que ça serait bien qu'il se transforme. Et c'est lui qui a introduit pour la première fois le système de transformation sur un jouet que l'on connaît aujourd'hui. Pour définitivement lancer le projet, il y avait quelques conditions à respecter. La première, c'était que le costume de Spider-Man devait ressembler à l'original. Et franchement, heureusement. T'imagines Spider-Man sans masque avec un dégradé et un short. Et deuxièmement, il devait avoir les pouvoirs de Spider-Man. Tout ce qui était tissage de toile, grimper sur les murs, etc. Et une fois que toutes les règles étaient respectées, le projet pouvait officiellement démarrer.
Pour ce qui était du casting, c'était la Toei qui s'en chargeait. Et Shinji Todo devient Takuya Yamashiro, le Spider-Man japonais. De base, cet acteur était simplement inscrit en agence de casting. Et il a été figurant pendant plus de 3 ans. Et le jour où on lui a annoncé qu'il allait être acteur principal pour la première fois de sa vie, il a dit avec beaucoup d'émotion, waouh. Et c'est vraiment pas une blague. 僕が主役わあ初めて台本わあ C'était son premier gros rôle et en plus de ça, il jouait le main character. À l'époque, en 1977, un film Spider-Man était sorti aux US. Mais il n'avait pas vraiment trouvé son public. Du coup, Jin, celui qui a ramené les droits de Marvel au Japon, savait qu'il devait faire un bon travail pour pas que lui ne perde son travail. Takuya. Voilà le Spider-Man japonais. Et avant d'être transformé, c'était un pilote professionnel. Son père était archéologue, mais malheureusement, des méchants l'ont tué. Et en voulant aider son père, Takuya manque de se faire tuer aussi. Et en s'enfuyant, Takuya tombe dans une grotte. Et il fait la rencontre de Garia de la planète Spider. Voyant que Takuya commence à perdre de l'énergie, Garia lui injecte son propre sang, grâce à une machine bizarre qu'il a mis sur son poignet. Et c'est comme ça que Takuya devient Spider-Man. S'il vous plaît, regardez-moi cette transformation incroyable. Et aussi une chose, c'est que Takuya avait un petit frère et une petite sœur. Et il n'avait pas de Gwen Stacy ou de Mary Jane. À la place, il y avait Hitomi. Pendant le tournage... Ah ouais, il était chaud lui. Comme je disais, pendant le tournage, ce Spider-Man a eu droit à sa propre voiture, qui s'appelait GP7. Pourquoi GP7? Parce qu'après le travail, l'équipe de la série sortait souvent pour aller boire un verre. Et un soir, alors qu'ils étaient un peu rabat, ils cherchaient un nom pour la future voiture de Spidey. Et Jin, celui qui a ramené les droits de Marvel au Japon, je préfère te le rappeler comme ça on est sûr. Donc Jin, avant d'être là à travailler pour Marvel au Japon, bah il était DJ durant sa jeunesse. Et quand il finissait de mixer, il disait « C'est JP, restez cool ». Du coup, il a proposé le mot GP. En gros, c'est la première lettre de son prénom et de son nom. Et un autre homme tout aussi rabat que Jin a dit qu'il fallait qu'on rajoute un numéro aussi. Et vu qu'au Japon le chiffre porte-bonheur c'est le 7, ils ont décidé de mettre un 7 après GP, ce qui donne GP7. Ouais, parce que GP7 c'est pas terrible. Et la voiture de Spidey pouvait s'encastrer dans son vaisseau spatial. Et au passage, le vaisseau s'appelait Marveler. Mais attention, parce que Marveler pouvait aussi se transformer en robot, qui s'appelait Léopardon. Ils ont utilisé tous les animaux possibles et imaginables, sauf une araignée. Alors là, je comprends pas. Et les méchants de Spidey n'étaient pas les mêmes que l'original. Du coup, pas de bouffon vert, pas de Docteur Octopus ou encore moins un Venom. Et à la place, ils se sont inspirés de la mythologie japonaise. Et dans la série, il y a eu énormément de méchants. Lui par exemple, c'est Firefox, inspiré de la légende du renard à 9 queues. Professeur Monster, Amazoness et les Ninders, ben c'était les principaux méchants de la série. Mais eux par contre, je sais pas du tout s'ils sont inspirés de la mythologie japonaise. On sait que de base, Peter Parker vit à New York dans une grande ville remplie de buildings. Et c'est ça sa particularité, c'est qu'il se balance d'immeuble en immeuble. Mais dans cette version-là, on voit quasiment jamais la ville. Et il y avait une raison simple à ça. C'est que si la production voulait tourner en plein Tokyo, ben ça coûterait beaucoup trop cher. Et l'inconvénient dans tout ça, c'est que la prod avait un petit budget, étant donné que c'était une série destinée aux enfants. Du coup, tout était difficile à faire. Et au-delà du budget, il fallait que les équipes tournent 2 épisodes en une semaine. C'est énorme. Et certaines scènes étaient réutilisées dans plusieurs épisodes. Tout ça pour faire des économies. Mais une fois la prod a craqué, ils ont décidé de se serrer la ceinture et dépenser un peu plus d'argent pour tourner en plein Tokyo, dans la tour de Tokyo. Mais sous le costume de Spider-Man, il y avait quelqu'un d'autre. C'était Hirofumi Koga qui était la doublure. Et il se chargeait de faire toutes les cascades à la place de l'acteur principal. Et pour cette scène en plein cœur de Tokyo, le cascadeur devait escalader la tour de Tokyo. Et tout ça sans corde de sécurité. Et il a escaladé plus ou moins 40 mètres juste à l'aide de ses mains et ses pieds. Et je te rassure, il n'y a pas eu d'accident. Du moins, pas ce jour-là. Une fois pour une cascade, Spider-Man se faisait poursuivre par un chien. Il n'y a vraiment rien qui va, je suis mort. Le cascadeur grappe à un arbre pour semer le chien, mais apparemment le chien était aussi fort que Spidey. Et il réussit à sauter et à mordre la fesse du cascadeur. Mais en général, il y avait de la sécurité durant le tournage. D'ailleurs, quand il faisait des scènes où il grimpait sur les murs ou sur des piliers, la caméra était placée de sorte à ce qu'on ne voit pas la corde qui était attachée au cascadeur. Mais le jour arriva où Marvel voulait voir le travail fait au Japon. Et quelques personnes de chez Marvel sont venues spécialement des États-Unis pour l'occasion. Et parmi ces personnes, il y avait Stan Lee. Le jour de la projection, il y avait toutes les équipes réunies. Que ça soit Jin, Marvel, la Toei ou Stan Lee. Ils étaient tous ensemble. Et une fois la projection terminée, plus personne ne parlait. Et il y avait un blanc qui planait. Et les équipes de Marvel ont commencé à dire à Jin qu'il était resté au Japon trop longtemps. Et que
personne va vouloir regarder ce truc, que c'était n'importe quoi et que c'était absolument pas Spider-Man. Tous les membres de la direction de chez Marvel ont commencé à descendre le projet. Et Jean à ce moment-là était en stress total, parce qu'il avait peur d'avoir travaillé toutes ces années pour rien et qu'il avait peur de finir au chômage. Et d'un coup, Stan Lee se lève et il commence à applaudir. Et il dit que c'est génial, que c'est un comics vivant, que les adultes vont adorer le côté kitsch et les enfants vont adorer car l'action est fantastique. Et que si c'est ce que les gens veulent voir, ben faisons-le. Et là, retournement de situation total. La direction de Marvel commence à dire à Jean que c'est une idée formidable. Alors là, niveau hypocrisie, ils étaient incroyables. Et une fois que Stan Lee avait validé le projet, c'était tout bon pour la suite. Les gens vont adorer la série, les produits dérivés se vendaient comme des petits pains, les audiences étaient bonnes, et le plus important c'est que l'argent rentrait. Et grâce à ce Spider-Man japonais, beaucoup de séries de ce style ont décollé au Japon. Et Stan Lee avait énormément aimé l'idée d'avoir mis un robot dans la série. Il a tellement aimé l'idée du robot qu'il a voulu en intégrer dans les comics. Du coup avec Jean, ils ont sorti un comics avec des robots qui s'appelle Shogun Warriors. Et dans ce comics, il y avait un robot qui s'appelait The Transformers. Et on sait tous qu'aujourd'hui les Transformers font partie intégrante de la pop culture. Ce n'est qu'en 2009, quand Marvel a mis les 41 épisodes en ligne, que le monde entier a pu découvrir ce Spider-Man japonais.